la commencer. Pentecôte. Et cette année, on a eu plusieurs rencontres au bistrot cet hiver et on a eu une petite idée avec François et puis avec Lucéa de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire une lecture comme événement intermédiaire. Et puis, en parlant avec François, on s'est dit, et si on la faisait itinérante, c'est-à-dire si on changeait de lieu. Et voilà, ça s'est monté. On a demandé les autorisations, on s'est dit que ce serait bien à la Madeleine, ce serait bien au Vieux-Phare, ce serait bien au musée de la préhistoire, et voilà, et ça roule. Et donc vous allez découvrir aujourd'hui cet événement qui c'est une première. La lecture, c'est donc Moby Dick d'Herman Melville, et c'est donc dans 3 lieux, en 3 étapes, à 3 voix. Et la première voix, elle est dehors, et elle vous accompagne. Donc vous allez être obligé de sortir. Appelez-moi Ismaël. Il y a quelques années de cela, quand j'avais la bourse vide et que rien d'intéressant ne me retenait à terre, l'idée me vint de naviguer un peu et de revoir le monde marin. C'est ma façon à moi de chasser la mélancolie. Quand s'installe dans mon âme un humide novembre et que je me surprends à suivre le premier cortège funèbre qui passe, alors je m'embarque sans délai. Caton à Rome, autrefois, se donna la mort. Moi, je lève l'ancre tranquillement. Quoi d'étonnant? Tous les hommes ont un jour ou l'autre éprouvé envers l'océan des sentiments semblables aux miens. Voyez Manhattan, notre ville, notre île, son surex de quais, ceinturé de quais. À droite et à gauche, les rues vous mènent à l'eau. Regardez ces promeneurs qui se promènent à la pointe extrême de l'île et se rassemblent pour contempler la mer. Et là, sentinelles silencieuses s'abîment dans leur songe l'océan. Non, rien d'autre ne les satisfera que l'extrême limite de la terre. Ils vont aussi près du bord qu'il est possible. Qu'est-ce qui les attire à ce point? Que cherchons-nous lorsque nous apparions le regard fixé sur la ligne d'horizon? Supposez que vous êtes à la campagne et que vous marchez perdu dans vos rêveries. Pourquoi ce chemin que vous suivez distraitement, pourquoi donc ce chemin vous mènera-t-il infailliblement à un ruisseau ou à un étang? L'eau et la méditation seraient-elles liées de quelque intime façon? Mais il y a plus. D'où vient chez nos plus robustes jeunes gens ce désir éperdu, de grand large? Et vous-même, pourquoi, lors de votre première croisière, avez-vous ressenti ce mystérieux frisson quand vous avez appris que le navire était en pleine mer? Songez aussi à l'histoire de Narcisse, qui, ne pouvant étreindre la douce et torturante image qu'il voyait dans la fontaine, plongea dans son eau et s'y noya. Y a-t-il rien de plus significatif? Car cette image est celle-là même que nous découvrons nous aussi dans l'eau des rivières et des océans, l'image de l'insaisissable fantôme de la vie. Là est la clé de tout. Or donc, je décidai un jour de sombre mélancolie de prendre la mer. Mais pourquoi, après maintes fois humer l'air du large sur des navires marchands, pourquoi avoir choisi de prendre part à une campagne de pêche à la baleine? Eh bien, je ne saurais dire précisément, même aujourd'hui. J'imagine que ma croisière faisait partie d'un programme établi de longue date par la Providence. Et sans doute, elle jouait mon rôle de médiocre comparse dans une expédition baleinière pleine de bruit et de fureur, tel qu'il avait été écrit à mon attention.
Il me semble bien, cependant, que si je voulais m'embarquer comme simple marin à bord d'un navire baleinier, c'est que, voyez-vous, j'ai toujours été incorrigiblement attiré par les choses lointaines, les mers interdites, les rivages barbares. Et de la formidable baleine exerçait sur moi une tyrannie absolue. Partir à l'autre bout du monde, connaître ces mers sauvages où le léviathan prodigieux roule son corps vaste comme une île. J'en rêve. Sur les flots de mes folles pensées, roulant autour de mon projet, d'infinies processions de baleines venaient nager dans le plus secret de mon âme. Et parmi elles, un fantôme immense qui ressemblait à une colline de neige et d'une blancheur éclatante. Sans doute avez-vous vu au cours de votre vie bien des embarcations pittoresques, des lougres à bouts carrés, des jonques japonaises hautes comme des montagnes, des galiotes pareilles à des caisses à beurre, que sais-je encore. Mais croyez-moi sur parole, vous n'avez jamais vu un vieux bâtiment aussi extraordinaire que cet extraordinaire vieux Pequod. C'était un navire de l'ancienne école, plutôt petit, qui avait l'air suranné des meubles à pied de griffon, longuement tanné et illustré par les typhons et les calmes plats des 4 océans. Sa vieille coque avait le teint basané d'un grenadier français qui aurait combattu en Égypte comme en Sibérie. Sa vénérable proue semblait barbue. Ses mâts, taillés quelque part sur la côte japonaise, la même où une tempête emporta les mâts d'origine, ses mâts viges avaient la raideur de l'épine dorsale des 3 vieux rois mages de Cologne. Ces ponts antiques étaient usés, érudés comme la dalle vénérée des pèlerins, là où fut versé le sang de Becket dans la cathédrale de Canterbury. La suite, à l'intérieur. Soyez complet. Afin de me porter candidat au voyage, je cherchais sur le gaillard d'arrière quelqu'un nanti d'autorité. Je ne vis personne de prime abord, mais finis par découvrir quelqu'un dont l'aspect semblait indiquer qu'il détenait cette autorité. Ai-je l'honneur de parler au capitaine du Pequod? En supposant que ce soit lui, que lui veux-tu? Je pensais à m'embarquer. T'embarquer, vraiment? J'imagine que tu ne connais rien à la pêche à la baleine, hein? Non, rien, monsieur. Mais je suis sûr que j'apprendrai vite. J'ai fait plusieurs voyages dans la marine marchande. Le diable emporte la marine marchande. Mais quelle raison te pousse à partir pêcher à la baleine? Je dois la connaître avant de me décider à t'engager. Eh bien, monsieur, je veux savoir ce que pêcher la baleine veut dire. Je veux voir le monde. Tu veux tâter de la pêche à la baleine, hein? As-tu aperçu le capitaine Achab? Qui est le capitaine Achab, monsieur? C'est bien ce que je pensais. Le capitaine Achab est le patron de ce navire. Alors je me trompe. Je croyais que je parlais au capitaine en personne. Tu parles au second, Starbuck, officier sur le Pequod. Voilà à qui tu parles, jeune homme. Mais j'allais te dire que si tu veux savoir ce qu'est la pêche à la baleine, comme tu le prétends, je peux te donner le moyen de l'apprendre avant que tu ne t'engages définitivement sans possibilité de délit. Va-t'en voir le capitaine Achab et tu te rendras compte qu'il n'a qu'une jambe.
dire, monsieur, qu'il a perdu l'autre à cause d'une baleine? À cause d'une baleine? Viens, mon garçon, approche-toi. Elle a été dévorée, mâchée, broyée par le plus monstrueux cachalot qui ait jamais fait voler en éclats un bateau. Es-tu toujours tenté? Oui, monsieur. Très bien. Es-tu homme à jeter un harpon au fond de la gueule d'une baleine vivante et à filer à sa suite? Je le suis, monsieur, s'il se trouve que la chose soit absolument nécessaire. J'étais un peu ébranlé. Et pêcher la baleine, je le devais, j'irai. Et le Pequod était un bateau aussi bon qu'un autre, meilleur, pensais-je, pour embarquer. Tout cela, je l'exprimais à Starbuck. Me voyant si décidé, il consentit à m'engager. Les papiers signés, je partis, ne mettant pas en doute que j'avais fait du bon travail et que le Pequod était bel et bien le navire pour me transporter au-delà du Cap Horn. Mais après quelques pas, je réalisai que je n'avais pas encore vu le capitaine avec lequel nous devions partir. Retournant sur mes pas, j'abordai à nouveau Starbuck pour lui demander où l'on pouvait trouver le capitaine Ahcab. Et qu'est-ce que tu lui veux? Tout est en ordre, tu es enrôlé. Oui, mais j'aimerais le voir. Je ne crois pas que tu pourras le voir pour l'instant. Je ne sais pas au juste ce qu'il a, mais il garde la chambre. Une sorte de maladie. Pourtant, il n'a pas l'air malade. À la vérité, il n'est pas malade, mais il n'est pas bien non plus. De toute façon, il refuse souvent de boire. Aussi, je ne pense pas qu'il te recevra, toi. C'est un homme étrange, le capitaine Ahcab. Certains, du moins, le trouvent ainsi. Mais c'est un homme. Il y a de la grandeur en lui, du blasphème et du divin. Il parle peu, Ahcab, mais quand il parle, il faut bien l'écouter. Tu es prévenu. Le capitaine Ahcab est au-dessus du commun. Il a fréquenté l'école, mais aussi les cannibales. Il a connu des prodiges plus profonds que les vagues. Il a plongé sa lance ardente dans des ennemis plus puissants et plus étranges que les baleines. Son harpon est le plus aigu et le plus sûr de toute notre île. Il est Ahcab, mon garçon. Et Ahcab, dans l'ancien temps, était un roi couronné. Et un roi très infâme. Lorsque ce roi impie fut tué, les chiens n'ont-ils pas léché son sang? Écoute bien, mon garçon. Ne répète jamais cela à bord du Pequod. Ne le répète jamais nulle part. Le capitaine Ahcab n'a pas choisi son nom. C'est une lubie insensée de sa mère, une veuve folle et ignorante qui mourut quand il n'avait que 12 mois. Je connais bien le capitaine Ahcab, je suis son second. Je sais qui il est. C'est un homme bon et intègre, un brave homme qui jure, un peu comme moi, seulement il y a en lui bien d'autres richesses. Oui, je sais, il n'a jamais été très enjoué. Je sais aussi, depuis qu'il a perdu sa jambe au dernier voyage à cause de cette maudite baleine, il a été d'humeur changeante, parfois désespéré, parfois furieux, mais cela passera. Et permets-moi de te dire et de t'affirmer une bonne fois pour toutes, mieux vaut naviguer avec un bon capitaine ombrageux qu'avec un mauvais capitaine jovial. Sur ce, au revoir. Et ne condamne pas le capitaine Ahcab sous prétexte qu'il porte un nom mauvais. Et puis, il a une femme qu'il a épousée il y a 3 voyages, une fille douce et résignée. Songe que cette gentille fille a donné un enfant au vieil homme. Penses-tu alors qu'il puisse y avoir en Ahcab un mal sans remède, un mal absolu? Non, mon garçon. Si frappé, si dévasté qu'il soit, Ahcab a de l'humain en lui. Je m'éloignai, abîmé dans une profonde songerie. Ce qui venait de m'être incidemment révélé sur le capitaine Ahcab m'emplissait d'une douleur à la fois vague et violente. Et d'une certaine manière,
j'éprouvais à cet instant pour lui compassion et tristesse. Pour quelle raison? Peut-être à cause de cette jambe perdue de si cruelle façon. Et pourtant, je ressentais aussi à son égard une terreur respectueuse, mais que je serais bien en peine de décrire, car ce n'était pas vraiment de la terreur. Elle me pénétrait et ne me rebutait pas. Le mystère qui m'enveloppait, alors que je le connaissais si peu, engendrait en moi une impatience. Cependant, mes pensées prirent un autre cours de sorte que, pour un temps, le sombre accable disparut de leur horizon. Starbuck, le premier second du Pequod, était originaire de Nantucket et d'ascendance quaker. Grand et grave, bien que né sur une côte glaciale, il paraissait bien adapté à supporter les latitudes brûlantes, car sa chair avait la dureté d'un biscuit reculé. Transporté aux Indes, son sang vif ne se gâterait pas comme la bière en boîte. Il semblait bâti pour tout endurer, tant dans le présent que pour de longues années à venir. Sa vitalité intérieure, tel un chronomètre de précision, lui assurait un parfait état de marche sous tous les climats, de la neige polaire au soleil torride. Il semblait qu'on pût voir, au fond de ses yeux, subsister les images des milliers de dangers qu'il avait affrontés calmement au cours de sa vie. Exceptionnellement consciencieux et doté d'un esprit naturellement religieux, la solitude de sa vie en mer l'avait fortement incliné vers la superstition, mais vers cette sorte de superstition qui, chez certains, semble relever plus de l'intelligence que de l'ignorance. Les présages extérieurs comme ses pressentiments intérieurs étaient son fort. Pas un homme ne montera dans ma pirogue, disait Starbuck, s'il n'a pas peur de la baleine. Il semble qu'il ait voulu signifier par là que le courage le plus efficace et le plus sûr découlait d'une juste estimation du danger, et que dès lors, un homme n'ayant absolument peur de rien est un compagnon beaucoup plus redoutable qu'un poltron. Starbuck n'était pas un croisé en quête de péril. Le courage, chez lui, n'était pas affaire de sentiment, mais un instrument utile qu'il avait toujours à portée de main dans les circonstances où la vie était en jeu. Si brave qu'il pût être, sa bravoure était propre à certains hommes intrépides qui, demeurant fermes dans la lutte contre les océans, les vents, les baleines ou n'importe quelle horreur irrationnelle tangible, ne peuvent pas supporter les épouvantes les plus atroces parce que plus spirituelles qui s'amassent parfois sous les sourcils froncés d'un homme puissant. Pendant plusieurs jours après le départ de Nantucket, aucun signe du capitaine Akab ne se manifesta au-dessus des écoutilles. Les secondes se relayaient régulièrement au quart, et rien qu'on pût voir ne prouvant le contraire, il paraissait seul commander à bord. Pourtant, il remontait parfois de la cabine avec des ordres si soudains et si péremptoires qu'après tout, il était clair qu'il ne le commandait que par procuration. Comme le navire avait quitté le port le jour de Noël, nous eûmes pendant quelque temps un froid polaire et mordant. Nous étions sans cesse en train de fuir devant lui vers le sud, et chaque minute, chaque degré de latitude nous éloignait de cet hiver impitoyable et insupportable. C'était un de ces matins d'entre deux climats, moins menaçants, mais encore bien gris et sombres. Poussé par une belle brise, le navire courait vent arrière avec des élans vengeurs et une hâte mélancolique. Montant sur le pont à l'appel du quart du matin et levant les yeux vers la lisse de couronnement, je fus aussitôt envahi d'un frisson prémonitoire.
La réalité avait excédé toutes mes craintes. Le capitaine Accab se tenait là sur le gaillard d'arrière. Rien ne trahissait en lui une quelconque maladie physique, ni les signes d'une convalescence. Il avait l'air d'un homme qu'on eût arraché à un bûcher dont les flammes l'auraient de part en part dévasté sans le consumer, et sans altérer si peu que ce soit la force dont était pétri son vieil âge. Sa haute et large stature semblait couler dans un bronze massif. Une fine balafre prenant sa source dans ses cheveux gris courait en un sillon livide le long de son visage desséché, descendait dans son cou tanné pour disparaître dans ses vêtements. On eût dit la cicatrice verticale zébrant le tronc d'un grand arbre lorsque la foudre, précipitant sur lui sa flèche, creusant une cannelure dans l'écorce avant de pénétrer dans la terre, laisse néanmoins dans l'arbre dans sa verdure mais flétri. Était-il né avec cette marque, ou était-ce la trace de quelque tragique blessure? Personne n'aurait pu le dire de manière certaine. Pendant tout le voyage, et selon un accord tacite, on n'y fit jamais, ou presque jamais, allusion, surtout parmi les officiers. L'apparence sinistre d'Accab, sa marque blafarde, me troublait si profondément qu'au premier instant, je fus à peine sensible au fait que le sentiment envahissant de menace qu'il dégageait était particulièrement dû à cette barbare jambe d'ivoire sur laquelle il s'appuyait à demi. Il m'était déjà revenu que cette jambe avait été façonnée en mer dans l'os poli d'une mâchoire de cachalot. Je fus frappé par la singularité de sa posture. De chaque côté du gaillard d'arrière, assez proche des haubans d'artimon, se trouvait un trou de tarière d'un demi-pouce de profondeur. Sa jambe d'ivoire, immobilisée dans ce trou, agrippé d'une main à un hauban, le capitaine Accab, dressé de toute sa hauteur, fixait un point au-delà de la proue toujours plongeante du navire. Ce regard intrépide, tendu vers l'avant, exprimait un infini de courage robuste, d'irréductible résolution. Il ne disait mot, et ses officiers ne lui parlaient guère, mais leurs moindres gestes, leurs moindres expressions trahissaient ouvertement la conscience pénible, sinon douloureuse, qu'ils avaient de se trouver sous l'autorité inquiète du maître. De plus, Accab, le taciturne, Accab, le foudroyé, levait devant eux un visage de crucifié où se lisait la dignité indicible, royale et impérieuse d'une douleur immense. Après sa première visite en plein air, il se retira rapidement dans sa cabine. Mais dès ce matin-là, l'équipage put l'apercevoir tous les jours debout sur son pivot ou assis sur son tabouret d'ivoire ou encore arpentant le pont d'un pas lourd. À mesure que le ciel s'éclaircissait et inclinait un peu à la clémence, il abandonna sa réclusion comme si seul l'océan du départ, si morne dans sa rigueur hivernale, l'avait poussé à cette claustration. Et peu à peu, il fut sans cesse sur le pont, maintenant ensoleillé. Suspense, terrible suspense, jusqu'à la chapelle Saint-Pierre. Un beau matin, peu après le petit déjeuner, Accab monta comme son habitude de la cabine au feu. C'est là que la plupart des capitaines marins font d'ordinaire
leur promenade matinale, comme les gentilshommes campagnards font quelques pas dans leur jardin après cette première collation. Bientôt, on entendit son pas d'ivoire régulier aller et venir, tandis qu'il faisait sa tournée coutumière sur des planches si longuement martelées par sa marche qu'elles étaient partout creusées par sa marque particulière. Et si vous aviez regardé intensément son front labouré de rides, vous y eussiez découvert les traces de pas plus étranges encore, laissées par une pensée obsédante, dont le cours ne connaissait ni jour ni nuit. Ce matin-là, ses empreintes paraissaient plus profondes, comme si son pas nerveux eût été plus appuyé. Et Achab était si plein de sa pensée qu'à chaque tour monotone qu'il accomplissait, tantôt au grand mât, tantôt à l'habitacle, on pouvait voir son idée fixe tourner avec lui, arpenter son âme comme il arpentait le pont, le possédant si absolument que tous ses mouvements visibles semblaient être le moule de sa réflexion. Les heures passaient. Achab s'enfermait dans la cabine, ou alors il mesurait le pont avec dans son aspect la même fanatique détermination. Le jour tirait à sa fin. Soudain, il s'arrêta près de la lisse, fixa son pied d'ivoire dans le trou de la tarière, s'accrocha d'une main à un haut-banc et ordonna à Starbuck de rassembler tout le monde à l'arrière. Capitaine, Tout le monde à l'arrière. En bas, les hommes de vigie. Lorsque tout l'équipage fut réuni, les hommes l'observant avec un mélange de curiosité et de crainte, tant il ressemblait à un horizon de tempête, Achab transperça ses marins du regard. Hommes, que faites-vous lorsque vous voyez une baleine? Nous donnons de la voix. Bien. Et que faites-vous ensuite, hommes? On met à la mer, et hardi après elle. Et quelle est votre devise quand vous la poursuivez? Morte la baleine, ou périsse la pirogue. Capitaine Achab, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. Moby Dick? Tu connais donc le cachalot blanc? Est-ce qu'il n'agite pas un peu bizarrement la queue, comme un éventail, avant de sonder? Et n'a-t-il pas un souffle étrange aussi? Capitaine Achab, j'ai entendu parler de Moby Dick. Mais ne serait-ce pas Moby Dick qui vous a emporté la jambe? Qui t'a dit ça? Oui, Starbuck. Oui, mes braves. Tous mes braves. C'est bien Moby Dick qui m'a dématé. Moby Dick qui m'oblige à me tenir debout sur ce moignon mort. Oui, c'est ce maudit cachalot qui m'a rasé la mâture. C'est lui qui a fait de moi un pauvre béquillard empoté jusqu'à la fin des temps. Et je le poursuivrai au-delà du cap de Bonne-Espérance, au-delà du cap Horn, au-delà du maelstrom de Norvège, au-delà des flammes de l'enfer. Mais je ne renoncerai pas. Et c'est pour cela que vous êtes là, matelots, pour livrer la chasse à ce cachalot blanc dans les deux océans, d'un bout à l'autre de la terre, jusqu'à ce qu'il souffle du sang noir et roule sur le flanc. Qu'en dites-vous, les gars? Serrons-nous les mains à présent. Vous n'avez pas l'air d'avoir froid aux yeux. Je suis de taille à affronter sa mâchoire tordue. Et aussi les mâchoires de la mort, capitaine Achab, si la chose doit se produire au cours de notre campagne de pêche. Mais je suis ici pour chasser les baleines, non pour assouvir la vengeance de mon commandant. Écoute encore. La baleine blanche et cette muraille dressée devant moi, elles me mettent à l'épreuve. Elles m'accablent. Je vois en elles une force révoltante,
nourri de vigoureuses malignités. C'est cette chose insondable que je hais par-dessus tout. Et que le cachalot blanc soit agent ou qu'il soit principe, sur lui j'assouvirai ma haine. Ne me parle pas de blasphème, mon garçon. Je frapperai le soleil s'il m'insultait. Qui est au-dessus de moi? La vérité est infinie. Détourne ton regard. Le regard d'un imbécile est plus intolérable que l'œil furieux d'un démon. Alors tu rougis, tu pâlis, mon ardeur a embrasé ta colère. Mais écoute, Starbuck. Les paroles prononcées dans la fièvre se désavouent d'elles-mêmes. Il y a des hommes dont les mots enflammés ne sont qu'un léger affront. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Oublie cela. Regarde là-bas, l'équipage. Ces hommes ne font-ils pas qu'un avec Akab? Et de quoi s'agit-il? Pense-y. Aider à piquer une nageoire n'est pas une si grande prouesse pour Starbuck. Qu'est-ce d'autre? Tu es dans l'étau d'une contrainte intérieure. Je vois, la lame te soulève. Mais parle, parle donc. Oui, oui, ton silence parle pour toi. Ces poumons ont bu le souffle de mes narines dilatées. Starbuck est à moi, désormais. Il ne peut s'opposer maintenant sans une révolte. Dieu me garde, qu'il nous garde tous. Tout à sa joie d'avoir recueilli le consentement tacite et comme enchanté du second, Akab n'entendit pas cette invocation prémonitoire. Mais dans les yeux baissés de Starbuck se rallumait le feu opiniâtre de la vie. Le vent souffla, les voiles se gonflèrent, le navire alla à nouveau de l'avant. Ah, signes et présages, pourquoi donc n'insistez-vous jamais? Ombre, vous êtes bien plus des prophéties que des avertissements, car il n'est guère besoin de contraintes extérieures pour que nous obéissions aux appels de notre être le plus intime. Quel sillage blanc et trouble je laisse sur mon passage. De pâles eaux, des joues plus pâles encore. Les lames envieuses s'enflent derrière moi pour effacer mes traces. Qu'importe, je suis passé avant elles. Là-bas, sur le bord de cette coupe toujours pleine, les vagues chaudes rosissent comme le vin. Le disque d'or descend sonder la mer. Le lent soleil depuis le matin achève sa courbe plongeante, cependant que s'élève mon âme. Elle est lasse de gravir cette pente interminable. Serait-elle trop lourde la couronne que je porte? Cette couronne de fer des rois lombards? Elle est pourtant sertie de pierres précieuses. Et moi qui la porte, je ne puis voir l'éclat qu'elle jette au loin. Mais je sens obscurément que cet éblouissement engendre la confusion. Elle est de fer, je le sais, non point d'or. Elle est aussi brisée, je le sens. Ses bords déchiquetés me blessent si profond que mon cerveau semble palpiter dans un étau de métal. Oui, mon crâne est d'acier. Point n'est besoin de casque pour se protéger des plus violents assauts contre mon esprit. La fièvre brûle mon front. Oh, il fut un temps où le soleil levant m'excitait de son noble aiguillon, où le soleil du soir me procurait la paix. Plus maintenant. Cette lumière exquise ne brûle plus pour moi. Tout
toute beauté, mais une angoisse dont je ne peux tirer nulle joie. S'il m'est accordé de l'apercevoir à l'extrême, je suis privé de l'humble pouvoir d'y prendre plaisir. Je suis damné de la plus subtile, de la plus perverse façon, damné au cœur même du paradis. Ce que j'ai osé, je l'ai voulu. Ce que j'ai voulu, je le ferai. Il me croit fou. Starbuck me croit fou. Mais je suis démoniaque. Je suis la folie déchaînée. Cette folie furieuse qui n'a de lucidité que pour se comprendre elle-même. La prophétie veut que je sois déchiqueté. Et il est vrai que j'ai perdu cette jambe. Je prédis à présent que je démembrerai qui m'a démembré. Prophète et exécuteur ne feront plus qu'un désormais. C'est plus que vous ne fûtes jamais, vous, les dieux tout-puissants. Ah, je me ris de vous et je vous conspue. Venez, Akab vous présente ses compliments. Venez voir si vous pouvez me détourner au-dessus de l'abîme des gorges, à travers le cœur transpercé des montagnes, sous le lit des torrents, je me rue tout droit devant moi, ni obstacle, ni tournant à ma voie ferrée. Mon âme est plus que vaincue. Elle est écrasée, et par un fou. Douleur cuisante et insupportable que le bon sens doive mettre bas les armes sur un tel champ de bataille. Mais il a foré profond en moi et fait sauter ma raison en éclats. Il me semble que je devine son but impie, mais je me sens contraint de l'aider à l'atteindre. Que je le veuille ou non, quelque chose d'indicible me lie à lui, et je n'ai pas de couteau pour trancher le câble qui m'entraîne. L'horrible vieillard. Qui est au-dessus de moi? S'écrie-t-il. Oui, il serait volontiers démocrate pour ce qui est au-dessus de lui, mais quel mépris de grand seigneur pour ses inférieurs. Oh, je vois clairement ma situation misérable. Obéir avec la révolte au cœur et qui pisait haïr avec une pointe de pitié. Car je lis en ses yeux une tragique douleur qui, si elle était mienne, me dessécherait. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Le temps et la marée ignorent la mesure. Le cachalot exécré a pour voyager tout le globe liquide, comme le poisson rouge son bocal de verre. Dieu peut faire échouer son dessein qui insulte au ciel. Je mettrais tout mon cœur à l'ouvrage s'il n'était de plomb. Sa pendule s'en est arrêtée, et je n'ai pas de clé pour en remonter les poids. Oh Dieu! À l'avant, railleuse, effrontée, la proue fortifiée fait jaillir la mer étincelante. Mais ce n'est que pour traîner à sa suite le sombre Akab, tout à ses ruminations dans sa cabine d'arrière, dressée sur le remis du sillage, poursuivi par des gargouillements carnassiers. Ce mugissement perpétuel me fait frémir. Oh, vie! En une heure comme celle-ci, l'âme est vaincue comme le sont par la faim les êtres sauvages. Oh, vie, c'est à cette heure que j'éprouve ta secrète horreur. Mais elle n'est pas en moi. Cette horreur est en dehors de moi. Et avec l'humaine tendresse qui me reste, je m'efforcerai de vous combattre encore, sinistre spectre des jours à venir. Et vous, influence bénie, soyez à mes côtés, soutenez-moi, étreignez-moi.
Moi, Ismaël, j'étais un des hommes de cet équipage. Mes cris s'étaient élevés avec ceux des autres. Mon serment s'était joint au leur. Et plus je criais fort, plus la terreur qui habitait mon âme rivait ce serment à coups de marteau. Une sympathie occulte et farouche me possédait. La haine dévorante d'Akab devenait mienne. J'écoutais d'une oreille avide l'histoire de ce monstre sanguinaire dont j'avais avec tous les autres juré de me venger par la mort. Depuis un certain temps, bien que par intervalles seulement, la baleine blanche, à l'écart et solitaire, avait hanté ces mers barbares où ne s'aventurent que les pêcheurs de cachalot. Tous ne connaissaient pas son existence. Seul un petit nombre d'entre eux l'avaient vue et savaient qui elle était. Plus infime encore le nombre de ceux qui l'avaient attaquée en toute connaissance de cause. Sans doute, plusieurs navires rapportèrent avoir rencontré, à telle ou telle époque, ou sous tel ou tel méridien, un cachalot d'une grandeur et d'une malignité inusitée qui, après avoir mis à mal ses assaillants, leur avait complètement échappé. Il était peu douteux, pour certains, que ce fût Moby Dick en personne. Et comme la pêche au cachalot a récemment offert des exemples divers et plutôt fréquents de férocité, de ruse et de méchanceté extrême du monstre poursuivi, les pêcheurs qui par hasard livrèrent bataille sans le savoir à Moby Dick se contentèrent d'attribuer la terreur insolite qu'il provoquait au danger de la chasse au cachalot en général, plutôt qu'à un individu en particulier. C'est sous ce jour-là que la plupart voyaient la rencontre tragique d'Akab et de baleines blanches jusqu'à présent. Ces trois pirogues défoncées autour de lui, les avirons et les hommes pris dans les remous, un capitaine arrachant à sa proue brisée le couteau à trancher la ligne, avait bondi vers la baleine. Et dans un corps à corps digne de l'Arkansas sur son adversaire, cherchait aveuglément à atteindre, avec une lame de 6 pouces, l'organe de l'animal enfoui à une brasse de profondeur. Ce capitaine était Akab. Et c'est alors que lançant brusquement sous lui la faucille de sa mâchoire, Moby Dick faucha la jambe d'Akab, comme le moissonneur une feuille d'herbe dans un champ. On ne peut guère douter que ce fut à partir de cette rencontre, presque fatale, qu'Akab ait nourri envers la baleine un désir éperdu de vengeance. Un désir d'autant plus véhément que dans sa morbide fureur, il en vint à voir en elle la cause de toutes ses douleurs physiques, ainsi que de toutes ses révoltes de l'esprit. La baleine blanche nageait devant lui, obsédante incarnation de ces puissances néfastes, dont certaines natures profondes se sentent dévorées. Akab ne s'inclinait pas pour l'adorer, mais dans son délire, l'esprit du mal prenait corps dans cet animal détesté, et infirme, il se mesurait à lui. Tout ce qui incline à la folie, tout ce qui torture, tout ce qui remue la vase, toute vérité entachée de venin, tout ce qui fissure les nerfs et encroûte le cerveau, toute intervention démoniaque subtile dans la vie et dans la pensée, tout le mal. Pour le démon, Akab, c'était l'être visible de Moby Dick à qui l'on pouvait livrer un tangible combat. Sur la bosse blanche de la baleine, il accumulait la révolte et la haine universelle éprouvée par l'humanité depuis Adam.
probable que cette obsession ait brusquement germé en lui lors de son amputation. À ce moment-là, se jetant sur le monstre, le couteau à la main, il avait seulement donné libre cours à une impulsion passionnée de haine charnelle. Et lorsqu'il fut déchiré, il ne ressentit vraisemblablement que l'agonie de cette lacération, et rien de plus. Mais lorsqu'il fut contraint de prendre la route du retour, et que pendant de longs mois, fait de longues semaines et de longs jours, Achab et son angoisse demeurèrent étendus, côte à côte, dans un même hamac, lorsqu'il fallut doubler en plein hiver le cap hurlant et lugubre de Patagonie, ce fut alors que son corps en lambeaux et son âme poignardée se mirent à saigner l'un dans l'autre, et cette osmose le rendit fou. Alors seulement après ce combat, pendant ce voyage de retour, il devint la proie de sa monomanie, et il était pris d'accès de folie furieuse. Malgré son amputation, sa poitrine de pharaon recelait tant de force vitale qu'elle s'amplifiait de son délire, et ses seconds durent le ligoter dans son hamac. La berceuse démente des tempêtes le balançait dans sa camisole de force. Lorsque le navire atteignit des latitudes plus clémentes et que ses bonnettes doucement gonflées le portèrent à travers les tranquilles tropiques, le vieil homme, selon toute apparence, avait abandonné sa folie avec les houles du Cap Horn. Pourtant, alors même qu'il montrait un front résolu et rasséréné, bien que pâle encore, il recommençait à donner ses ordres calmement. Et alors même que ses seconds remerciaient Dieu d'avoir éloigné de lui cette fureur démente, alors même, au plus secret de son âme, Achab délirait toujours. Souvent, la folie des hommes est un félin rusé. Lorsqu'on croit en avoir fini avec elle, elle s'est subtilement transfigurée. Celle d'Achab ne s'était pas apaisée. Elle s'était resserrée en profondeur. Ainsi, étranglée entre des rives étroites, la monomanie d'Achab n'avait rien perdu de sa démesure et rien n'avait sombré de sa grande intelligence naturelle. La folie particulière d'Achab avait pris d'assaut tout son jugement. Elle concentrait toutes les batteries de son bon sens en les contraignant à servir son obsession. Achab possédait à présent une puissance 1000 fois supérieure et il y apportait une énergie dont il n'avait jamais usé dans la poursuite d'un objectif raisonnable. Achab, en son cœur, entrevoyait ceci. Tous mes moyens sont sains, mon mobile et mon but insensé. Il ne pouvait s'y dérober. Il savait aussi qu'il avait longuement dissimulé auprès des hommes, qu'il dissimulait encore. Il s'en rendait compte, mais sa volonté n'y pouvait rien changer. Toutefois, il avait si bien réussi à feindre que lorsqu'il avait enfin débarqué sur sa jambe d'ivoire, personne ne devina en lui autre chose qu'un homme souffrant, naturellement atteint dans ses œuvres vives, accablé par son terrible accident. Son délire en mer, une fois connu et avéré, fut attribué à la même cause, ainsi que l'humeur sombre qui, depuis, assombrissait son front, et cela jusqu'au jour même où appareilla le Pequod. Brûlé au dehors, rongé en dedans par l'écrou inexorable d'une incurable idée fixe, un tel homme, s'il existait, était tout désigné pour lever la lance et jeter le fer contre la plus repoussante des brutes. Ou, si l'on présumait que son infirmité l'en empêcherait, du moins serait-il par excellence capable d'exciter ses subalternes au combat par ses cris d'encouragement. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le secret délirant d'une fureur toujours neuve, enfermé et verrouillé en son cœur, Achab s'était embarqué pour le présent voyage avec
le but unique, l'absorbant tout entier, de chasser la baleine blanche. Ce sera au musée. C'est un jour clair d'un bleu d'acide. Le double firmament de la mer et du ciel se confondait dans cet azur partout répandu. Toutefois, la transparence douce et pure du ciel pensif avait un air féminin, tandis qu'une respiration lente et puissante, pareille à celle de Samson endormi, soulevait la mer robuste et virile. Akab traversa lentement le pont depuis l'écoutille et se pencha bientôt sur la lisse. Il observa son ombre s'enfoncer toujours davantage, tandis qu'il s'efforçait d'en percer la profondeur. Mais le parfum suave de cet air enchanté parut enfin éloigner de son âme la gangrène qui la rongeait. Sous son chapeau à bord rabattu, Akab versa une larme dans la mer. Et le Pacifique ne contint rien de plus précieux que cette seule petite goutte d'eau. Starbuck vit le vieil homme. Soucieux de ne pas le troubler ou de n'être pas vu de lui, il s'approcha toutefois et se tint à ses côtés. Starbuck, monsieur. Oh, Starbuck. Quelle douceur dans cette brise, dans ce ciel. C'est par un tel jour que j'ai piqué ma première baleine. J'étais un jeune harponneur de 18 ans, il y a 40 ans. 40 ans de cela. 40 ans de chasse incessante à la baleine. 40 ans de privation, de danger, de tempête. 40 ans sur la mer impitoyable. Puis 40 ans, Akab a abandonné la terre paisible pour mener la guerre contre les horreurs des abîmes marins. Oui, Starbuck, sur ces 40 ans, je n'en ai pas passé à terre plus de 3. Et pendant 40 ans, je n'ai vécu que d'une nourriture salée, symbole de l'aride nourriture de mon âme. Quand le plus pauvre des terriens a chaque jour un fruit frais à portée de main et peut rompre le pain frais du monde au lieu de mes quignons moisis, loin, si loin, des océans entiers me séparant de cette femme enfant que j'ai épousée passé la cinquantaine, faisant voile dès le lendemain pour le Cap Horn, ne laissant que l'empreinte de ma tête sur l'oreiller de mes noces. Une épouse, une femme, non, une veuve plutôt dont le mari est vivant. Oui, j'ai fait une veuve de cette pauvre fille quand je l'ai épousée, Starbuck. Et puis, la folie, la frénésie, le sang qui bout et le front qui fume, avec lesquels des milliers de fois le vieil Akab a mis à la mer pour chasser furieusement sa proie à travers l'écume, moins homme que démon. Oui, pendant 40 ans, le vieil Akab a été fou, un vieux fou. Et pourquoi ce corps à corps de la chasse? Pourquoi se rompre les bras de fatigue aux avirons, au fer, à la lance? Akab en est-il aujourd'hui plus riche ou meilleur? Regarde Starbuck. N'est-il pas cruel qu'avec ce lourd fardeau, une malheureuse jambe m'ait été arrachée? Viens près de moi, Starbuck. Laisse-moi plonger dans mon regard
mon regard dans un regard d'homme. Cela vaut mieux que de contempler la mer ou le ciel, ou de lever les yeux vers Dieu. Je vois ma femme et mon enfant dans ton œil. Non, non, reste à bord, à bord. Ne mets pas à la mer avec lui quand Akab, marqué au feu, donnera la chasse à Moby Dick. Tu ne courras pas ce risque, non. Non. Pas avec cette maison que je vois, avec cette maison au loin que je vois dans tes yeux. Oh, capitaine, mon capitaine, âme noble, vieux grand cœur après tout. Pourquoi quiconque livrerait-il la chasse à ce poisson maudit? Partons, fuyons ces œufs meurtrières, retournons au pays. Une femme, un enfant sont aussi le lot de Starbuck. Partons, laissez-moi changer le cap. Quelle est donc cette chose d'un autre monde, indicible, insondable? Qui est le Seigneur et Maître caché, cruel, impitoyable, qui use d'artifice pour m'amener à lui obéir? Contre toute nostalgie et tout amour humain, je me fais violence et me pousse et me presse, prêt à faire ce que mon propre cœur n'oserait même pas envisager. Akab est-il Akab? Est-ce moi? Est-ce Dieu ou qui d'autre qui lève ce bras? Et si le grand soleil ne se meut pas de lui-même, s'il n'est qu'un messager dans le ciel, s'il n'est point une seule étoile pour accomplir sa révolution sans une indicible puissance, comment ce cœur chétif pourrait-il battre? Ce cerveau débile penser, si Dieu n'en est pas le battement, la pensée, la vie, et non moi. Où vont les meurtriers, dis-moi? Quand le juge lui-même est traîné au banc des accusés, qui prononcera le jugement? Starbuck! Mais le second, mortellement pâle de désespoir, la chasse, premier jour. Cette nuit-là, lors du quart de minuit à 4 heures, lorsque le vieil homme sortit de l'écoutille où il s'appuyait et regagna son trou de tarière, il leva soudain le visage avec âpreté, en humant l'air du large comme un chien de bord perspicace à l'approche d'une île barbare. Il déclara qu'il devait y avoir une baleine non loin. Toute la bordée sentit bientôt cette odeur particulière que le cachalot vivant répand soudain à une grande distance. Akab donna rapidement l'ordre de changer légèrement le cap et de réduire la voilure. La ligne de conduite avisée, dictant cette manœuvre, se justifia pleinement au lever du jour. Que voyez-vous? Rien. Rien, monsieur. Quelques instants plus tard, Akab se faisait hisser dans la mâture. Il était aux 2/3 de son ascension lorsque, regardant dans l'espace vide séparant le grand perroquet du grand boulier, il poussa un cri aigu, pareil à celui d'un goéland. La voilà qui souffle! La voilà qui souffle! Une bosse, comme une colline neigeuse, c'est bien Moby Dick. Enflammés par ce cri, les matelots se ruèrent dans le gréement pour voir la fameuse baleine si longuement poursuivie. Akab avait maintenant atteint le sommet de son perchoir, dominant les autres postes de logis. De cette hauteur, on apercevait le cachalot à 1 mille, environ à l'avant, chaque vague dévoilant sa haute bosse étincelante, cependant que son souffle silencieux montait régulièrement dans les airs. Et aucun d'entre vous ne l'avait vu avant moi? Je l'ai vu, presque au même moment que le capitaine Akab, et j'ai crié... Non, mais pas au même instant. Non, pas au même instant. Aucun d'entre vous n'aurait pu signaler la baleine blanche le premier. La voilà qui souffle. La voilà qui souffle encore et encore. Elle va sonder. Rentrez les bonnettes, amenez les perroquets, parez 3 baleinières. Monsieur Starbuck, souvenez-vous, vous restez à bord et vous gardez le navire.
Pareil les pirogues? Descendez-moi, monsieur Starbuck. Descendez-moi vite, plus vite. Toutes les baleinières, hormis celle de Starbuck, furent bientôt à la mer, filant sur le vent, celle d'Akab en tête. Devant, très loin, il vit la chatoyante ombre blanche de ce large front laiteux, accompagnait un gai clapotis musical. Derrière, les flots bleus roulaient dans la vallée mouvante de son sillage. La haute hampe, brisée d'une lance récemment reçue, se dressait sur le dos blanc de la baleine. Par moments, s'isolant du dais léger tendu par le nuage des oiseaux qui planaient au-dessus de l'animal, l'un d'eux se perchait et se balançait sur la hampe, les longues plumes de sa queue flottant comme des banderoles. Soudain, tandis qu'il scrutait encore et encore les profondeurs, Akab discerna un point blanc, pas plus gros qu'une hermine, et qui montait et augmentait de volume à une vitesse surprenante, jusqu'à ce que, se retournant, il montra brusquement les deux longues rangées crochues de ses dents éblouissantes, remontant des abîmes indiscernables. C'était la gueule ouverte de Moby Dick et sa mâchoire tordue. Droit sur le cachalot, donnez-lui la chasse. La proue du Pequod pointa, et brisant le cercle enchanté, elle sépara en effet la baleine blanche de sa victime. Tandis qu'elle s'éloignait maussade, les baleinières s'élancèrent à son secours. Le harpon est-il sauvé? Oui, monsieur, puisqu'il n'a pas été jeté. Le voici. Posez-le devant moi. Aidez-moi, je veux me mettre debout. Ainsi, je la vois, là, filant toujours sous le vent. Quel jet bondissant! Ôtez vos mains, la sève éternelle coule à nouveau dans les eaux d'Akab. Établissez la voile, levez les avirons, l'aviron de queue. On ne peut plus voir le souffle à présent, monsieur. Il fait trop sombre. Quelle direction la dernière fois? Toujours la même, monsieur. Droit sous le vent. Bon, elle ira moins vite maintenant qu'il fait nuit. Starbuck, le pont est à vous. Ce disant, il se plaça à demi dans l'écoutille, rabattit son chapeau et resta là, debout jusqu'à l'aube, ne bougeant que pour regarder parfois où en était la nuit. La chasse deuxième jour. À l'aube, les postes de vigie des 3 mois furent ponctuellement occupés à nouveau. La voyez-vous? La voilà qui souffle! Elle souffle! Elle souffle! Droit devant! Oui, je le savais. Tu n'échapperas pas. Souffle toujours. Crève-toi les vents. Ô cachalot, le diable enragé en personne est à tes trousses. La frénésie de la chasse avait maintenant travaillé tout l'équipage. Il n'était qu'un seul homme, pas 30. Le gréement vivait. Bras et jambes fleurissaient les hauts des mâts, comme la touffe de palme un grand palmier. Et pourquoi ne donnez-vous pas de la voix si vous la voyez? Marin, hissez-moi là-haut. Vous avez été abusé. Moby Dick n'envoie pas un seul jet de cette façon pour disparaître aussitôt. Akab avait raison. Dans leur fougueuse impatience, les hommes avaient pris autre chose pour un souffle. À peine Akab avait-il atteint son perchoir qu'il donna le ton à un orchestre qui retentit comme une décharge d'artillerie. 30 poumons de cuir lancèrent ensemble un cri de triomphe, cependant que beaucoup plus près du navire que le souffle imaginaire, à moins d'1 mille sur l'avant, Moby Dick surgit à la vue. La voilà qui saute! La voilà qui saute! Oui. Accomplis ton dernier saut vers le soleil, Moby Dick. Ton heure est venue et ton harpon est prêt. Tous en bas, sauf un homme au mât de misaine. Les baleinières, parez. Monsieur Starbuck, le navire est à vous. Tenez-vous à l'écart des pirogues, mais sans vous en éloigner trop. À la mer, tous! Comme pour les frapper d'une terreur immédiate, Moby Dick, faisant volte-face, attaqua le premier en fonçant sur les 3 équipages. La baleinière d'Akab était au centre, et encourageant ses hommes, il leur dit qu'il comptait la prendre de front. La baleine blanche croisa et recroisa de 1000 manières les lignes qui lui étaient attachées. Soudain,
Elle jeta les pirogues l'une contre l'autre, sonda et disparut dans un maelstrom bouillonnant. La baleinière d'Akab, encore intacte, parut soulevée vers le ciel par des fils invisibles. Akab et ses hommes luttèrent comme des phoques sortant d'une caverne au bord de la mer. Bientôt satisfaite de la besogne accomplie, la baleine poussa dans la vague son front ridé et entraînant à sa suite les lignes emmêlées, elle poursuivit sa route sous le vent à la lutte régulière d'un voyageur. Rien de cassé, monsieur, j'espère. Le vieil Akab est intact et mes os vivants ne sont pas plus à moi que cet os mort que j'ai perdu. Hé, là-haut, quelle direction? Droit sous le vent, monsieur. Alors, barre dessus et toute voile dehors. Amenez les autres baleinières de rechange et gréez-les. Monsieur Starbuck, faites l'appel des équipages et donnez-moi quelque chose en guise de canne. Là, cette lance brisée fera l'affaire. Starbuck, dans cette affaire de baleine, que ton visage soit comme la paume de cette main, lisse et dépourvue de lèvres. Vite. Akab est Akab pour jamais. Tout cela est écrit irrémédiablement. Rassemblez-vous autour de moi, hommes. Vous voyez un vieil homme rompu, appuyé sur une lance brisée, soutenu par un pied solitaire. C'est Akab, le corps d'Akab. Mais l'âme d'Akab est une scolopendre qui court sur 1000 pattes. Croyez-vous, marin, à ce qu'on appelle des présages? Alors, riez à gorge déployée et criez encore, car avant de couler, les choses qui vont se perdre remontent 2 fois à la surface et remontent encore avant d'être englouties à jamais. Il en va ainsi de Moby Dick. Pendant 2 jours, elle est remontée. Demain sera le 3e. Oui, homme. Elle remontera une fois encore pour exhaler son dernier souffle. Vous sentez-vous le courage, homme? Aussi intrépide que le feu. Quand la nuit tomba, on voyait toujours la baleine sous le vent. 3e jour. Le matin du 3e jour se leva clair et frais. Une fois de plus, l'homme de vigie solitaire au mât de misaine fut relevé par une foule de guetteurs de jour, suspendus à chaque mât et presque à chaque épave. La voyez-vous? Rien, monsieur. Rien, et il est bientôt midi. Voyez le soleil? J'ai dû le dépasser. Oui, c'est elle qui mène la chasse à présent et non plus moi. Parez à virer, tous en bas, sauf les vigies habituels. Armez les bras de vergue, Starbuck. Capitaine, Pour la 3e fois, le navire de mon âme repart pour ce voyage, Starbuck. oui, monsieur. Tu l'auras voulu. Il est des navires qui quittent leur port et sont à jamais perdus, Starbuck. C'est la vérité, monsieur. La triste vérité. Serrons-nous la main, ami. Leurs mains se rencontrèrent. Ils plongèrent dans les yeux l'un de l'autre, soudés par les larmes de Starbuck. Oh, mon capitaine. Capitaine, noble cœur, ne pars pas. Ne pars pas. Vois, c'est un homme brave qui pleure et juge alors du supplice. Je suis de te convaincre. À la mer, enfoncez vos clous, ô vagues, enfoncez-les jusqu'à la tête. Vous ne faites que frapper sur une chose sans couvercle. Et je n'aurai, moi, ni cercueil, ni corbillard. Seule la corde sera ma mort. Soudain, les eaux autour d'eux s'élargirent en vaste cercle, puis se soulevèrent rapidement, comme si elles glissaient autour d'un iceberg immergé, montant rapidement à la surface. Un grondement sourd se fit entendre, et tous suspendirent leur souffle. Une vaste forme dépenaillée par les lignes, les harpons et les lances qu'elle remorquait,
jaillit obliquement de la mer. Enveloppée d'un mince voile de brume, elle plana un instant dans l'air irisé, puis retomba lourdement dans la mer. En avant! Mais Moby Dick, enragé par les fers de la veille qui lui fouillaient la chair, semblait possédé par l'armée des anges déçus. Pour la couleur apparente de son front, ses tendons saillaient en nœuds épais. De sa queue, il fouettait les baleinières, les séparant une fois de plus, et jeta à l'eau les harpons et les lances des deux seconds comme il frappait l'extrême de leur avant. Il laissa celle d'Akab sans une égratignure. Où est le cachalot? Il a sondé encore une fois? Moby Dick nageait régulièrement en avant. Il avait presque dépassé le navire. Il semblait nager aussi vite que possible, dans la seule intention de poursuivre son chemin dans l'océan. Oh, Akab, il n'est pas trop tard pour renoncer. Vois, Moby Dick ne te cherche pas. C'est toi seul qui le cherche dans ta folie. Sans sa voile dans la brise qui fraîchissait, l'embarcation solitaire fut rapidement entraînée, à la voile et aux avirons sous le vent. Et enfin, tandis qu'elle glissait au flanc du navire, Akab se trouva assez proche pour distinguer clairement le visage de Starbuck penché sur la rambarde. Il lui cria de virer et de le suivre, moins trop vite, à une distance convenable. Souquez toujours, souquez! Oui, de toutes vos forces à présent, nous l'approchons. Prenez la barre, laissez-moi passer. Il était si près d'elle. Alors, le corps bandé en arrière, les deux bras hauts, levés pour lancer son fer, il jeta son harpon féroce, avec une malédiction plus féroce encore dans la baleine haïe. L'acier et la malédiction s'enfoncèrent jusqu'à la garde, comme absorbés par un marécage. Moby Dick se tordit de côté, roula convulsivement son flanc contre l'étrave, et sans l'endommager, fit chavirer si brutalement la pirogue que si Akab n'avait pas été cramponné à la partie surélevée du plat-bord, il eût été une fois de plus jeté à la mer. En entendant la formidable poussée de l'étrave qui faisait retentir la mer, la baleine aux abois fit volte-face et présenta son front aveugle à ses agresseurs. Mais ce faisant, elle aperçut la coque noire du navire qui approchait. Elle parut reconnaître en lui le responsable de ses persécutions et peut-être un ennemi plus puissant et plus noble. Tout soudain, elle chargea contre sa proue qui avançait, claquant des mâchoires dans une sauvage averse d'écume. Je deviens aveugle. Rome, tendez-moi la main pour me permettre de trouver mon chemin. Fait-il nuit? La baleine, le navire. Aux avirons, souquez mes hommes, souquez! Vous ne sauverez donc pas mon navire? À l'avant, presque tous les marins étaient frappés d'inertie. Envoûtés, ils fixaient la baleine. Ils regardaient, la balancer de droite et de gauche, son front porteur du destin. Ils contemplaient le vaste demi-cercle d'écume que son élan soulève devant elle. La vision même du jugement dernier, de la vengeance immédiate, de l'éternelle malice devant l'impuissance humaine. Le solide contrefort de son front blanc frappa la proue par tribord, faisant rouler les pièces de construction et les hommes. Quelques-uns s'abattirent face au sol. Par la brèche, ils entendirent s'engouffrer l'eau, comme celle d'un torrent de montagne dans un ravin. Navire, faut-il que tu périsses? Et sans moi? Serais-je privé de l'ultime fierté du plus misérable des capitaines? Oh, mort solitaire pour une vie solitaire. Oh, je sens à présent que mon extrême grandeur est dans ma douleur extrême. Vers toi je roule, baleine destructrice qui ne récolte que le néant. Je suis aux prises avec toi jusqu'au dernier instant. Du
cœur de l'enfer, je te frappe. Au nom de la haine, je crache contre toi mon dernier souffle. Que je sois mis en pièces alors même que je te poursuis, baleine maudite. Vois comme je dépose les armes. Et le harpon fut lancé. La baleine frappée chargea. La ligne courut dans la ranure et se bloqua. Akab se pencha pour la démêler et il y parvint. Mais le nœud coulant en plein vol lui enserra le cou et sans voix, il fut emporté hors de la baleinière avant que les hommes aient eu le temps de s'en apercevoir. L'équipage, pétrifié, resta un moment immobile. Puis les hommes se retournèrent. Le navire. Grand Dieu, où est le navire? Dans une atmosphère trouble, hallucinante, ils virent son fantôme évanescent, comme à travers les brouillards de la fée Morgane. Seuls les trois mâts émergeaient encore, et soit aberration, fidélité ou destin, au sommet de leurs perchoirs élevés, les harponneurs guettaient toujours la mer. De petits oiseaux volaient en criant au-dessus du gouffre encore béant. Une blanche et morne écume battait ses flancs escarpés, puis tout s'effondra. Et l'immense linceul de la mer roula comme il roulait il y a 5000